Je vais demander aux gens des médias de bien vouloir écouter et arrêter de prendre des prises de son et d'image, s'il vous plaît. C'est parce que là, il faut permettre aux témoins de témoigner calmement aussi, là. Soit que vous vous éloignez un petit peu, là, permettre de prendre de l'air. C'est bon? Donc, merci. J'ai pas compris, M. Bouchard. Donc, considérant l'heure, j'ai besoin d'un consentement pour poursuivre nos travaux au-delà de l'heure prévue. Ça va pour tout le monde? Considérant que M. le député de Mercier est présent, j'ai besoin d'un consentement pour lui permettre de participer aux travaux et de déterminer le temps pour ses interventions et qui donne le temps dans les groupes parlementaires. Normalement, je suis très généreuse, mais là, c'est difficile parce qu'on a deux sommités, mais je vais continuer à être généreuse envers mon collègue. Alors, je donne 3 minutes. 3 minutes, Madame la ministre. Je donne 3 minutes de mon temps à mon collègue. Merci. Ça va? Mais le mode de fonctionnement semble différent d'une commission à l'autre. Comme je suis membre d'aucune commission, une fois que je suis présent, j'ai le droit d'avoir quelques minutes de parole. Monsieur le député de Mercier, moi, j'ai comme information que vous êtes membre de la commission de l'aménagement du territoire. Puis maintenant... c'est pas grave. Donc, nous recevons messieurs Gérald Bouchard et Charles Taylor, commissaires à la commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles. On va dire ex-commissaire. Ex-commissaire. Et vous avez une période de 10 minutes pour faire votre exposé. Par la suite, il va y avoir des échanges avec les parlementaires. Vous pourrez compléter si jamais vous manquez de temps. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, les membres de la Commission, je voudrais d'abord vous remercier de me donner l'occasion de venir présenter mes opinions sur la proposition qui a été élaborée, proposition de projet de loi. La première chose que j'aimerais dire, c'est que je crois que le document qu'on nous a donné à étudier est un document d'une grande qualité et que les propositions qui sont formulées dans l'ensemble sont très riches et très, très prometteuses, je dirais. Notamment parce qu'on y affirme clairement que l'interculturalisme serait le modèle désormais associé aux politiques québécoises et aux marches à suivre en matière d'harmonisation des rapports interculturels au Québec. Alors ça, je crois que c'est un pas qui est extrêmement important parce que ça peut donner de la cohérence à toutes les initiatives de l'État, mais ça peut aussi donner de la cohérence aux initiatives de tous les autres acteurs de notre société, les institutions publiques et privées, et tous les acteurs qui travaillent à l'échelle microsociale, qui sont vraiment sur le front, sur le terrain de l'interculturel et du contact avec les migrants, etc. Donc ça, c'est très important de fournir une espèce de cadre à l'intérieur duquel chacun peut trouver une cohérence. Et là, je crois que l'État joue véritablement le rôle qu'on attend de lui. Moi, je me permettrais d'insister dans le document là, que j'ai transmis. J'aborde un certain nombre de points très brièvement, mais il y en a qui me paraissent plus importants que d'autres. Je voudrais commencer par le problème du sous-emploi. On n'a pas beaucoup de chance de se faire entendre lorsqu'on vante les valeurs québécoises à quelqu'un qui est sans emploi. Deuxièmement, pour ce qui est de la gestion de notre société, il y a une responsabilité qui est très importante, c'est que lorsque le sous-emploi dure et qu'on en est chez un certain nombre de citoyens à la deuxième génération qui subissent ces conditions-là, là, on commet une très grande imprudence collective parce qu'on sème justement les germes d'une radicalisation. Ce sont des individus qui finissent par ne plus croire à notre société, à ce qu'elle peut leur offrir, et qui peuvent se dresser contre notre société. Et c'est ce qu'on voit dans d'autres sociétés. Et là, il y a des signaux que nous devrions retenir. Il y a déjà eu un signal chez nous, c'est ce qui est arrivé à Montréal-Nord il y a quelques années. Et je ne suis pas bien sûr qu'on en ait tiré les leçons, mais là, il y avait quelque chose qui devrait nous inspirer une réflexion salutaire.
sur la responsabilité de réduire le sous-emploi parmi les immigrants. Et ce qui se passe à Paris présentement, par exemple, et dans quelques autres villes de la France, c'est qu'ils en sont rendus à la 3e génération, où cet effet de discrimination se prolonge sans cesse. Alors ces gens-là ne se perçoivent même plus comme Français. Pourquoi ils se percevraient comme Français? Pourquoi ils aimeraient la France? Bon. Alors, j'espère bien que nous autres, c'est pas sur cette pente-là qu'on voudrait se laisser glisser. Et ça, pour moi, c'est le point le plus important. C'est ce que je dirais aujourd'hui, retenez que pour moi, c'est le plus important. Cependant, je ne vais pas m'arrêter là. Moi, je pense aussi que le document qui nous a été présenté n'en dit pas assez sur la majorité francophone au Québec, sur le Québec francophone, et la majorité qui en est surtout porteuse. Et quand je dis le Québec francophone, je ne pense pas seulement aux Québécois d'origine canadienne-française, je pense à tous les Québécois dont le français est la langue maternelle. Et là, je trouve que le document a certainement une faiblesse pour moi. Et pour aller vite, je vais simplement vous dire que lorsque nous avons rédigé notre rapport, Charles et moi, nous avons été très soucieux de bien marquer l'importance de respecter les droits des minorités, et ça a été bien entendu, mais également de porter attention aux aspirations et aux droits collectifs de la majorité, qui elle-même est une minorité. Alors, c'est pour ça que dans notre rapport, on avait fait un chapitre sur les conditions de l'avenir de cette francophonie, de son identité, comment elle pourrait se développer, s'affirmer, etc. Et ce que je veux signaler à votre attention, Madame la Ministre, c'est que malgré tout ça, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais Charles et moi, nous nous en rappelons, c'est que la réception de notre rapport a été positive parmi les immigrants et les minorités, elle a été négative au sein de la majorité francophone, malgré les précautions qu'on avait prises. Alors, j'attire votre attention là-dessus parce que si le projet de loi prolonge ce qui est dans la documentation que nous avons vue, ça pourrait compromettre le mérite de toutes les bonnes choses qu'il y a dedans. Ça pourrait le compromettre, parce que la majorité ne s'y reconnaîtra pas. Et si la majorité ne s'y connaîtrait pas, je serais d'accord avec elle. Parce que le Québec est une société francophone. C'est une vieille lutte de 3 siècles. C'est une lutte qui devient très compliquée à cause de la mondialisation. À cause des immigrants, oui, mais moi, je trouve que c'est bien plus la mondialisation qui est le nouveau cadre de la lutte pour le français. Et c'est une lutte que nous partageons avec tous les pays francophones du monde. Donc, ça va bien au-delà de la menace immigrante, là. Quoique c'est sûr qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour franciser les immigrants. Mais je veux dire, cette lutte-là devient plus compliquée, se charge de plus d'incertitudes qu'avant. Et je crois que le rapport ne se montre pas assez sensible à cette réalité-là. Et j'enchaîne sur le fait que, et à mon avis c'est une autre lacune du rapport, c'est que dans toutes les sociétés, il y a une structure, il y a un rapport majorité-minorité. Ça existe partout. Il y a des sociétés qui le cachent ou qui essaient de le cacher avec plus ou moins de succès, mais la plupart du temps, les sociétés reconnaissent qu'il y a un rapport majorité-minorité. Ce rapport-là, il est extrêmement présent au Québec. Il structure toutes les perceptions, il a structuré nos réflexions sur ces problèmes-là depuis des décennies, et il envahit notre langue quotidienne. Donc les perceptions sont très fortes, et c'est parce que la réalité est là. Une des raisons pour s'en occuper de ce rapport, c'est que c'est un rapport de pouvoir aussi. La majorité peut imposer, souvent sans s'en rendre compte. Elle impose des choses aux minorités. Mais c'est aussi parce que la majorité, dans le cas du Québec, entre autres, a elle-même des aspirations légitimes. Et c'est pour ça qu'il faut y porter attention. Alors, la réalité interculturelle au Québec, c'est pas seulement le fait d'une collection d'individus avec des droits égaux. Cette réalité, elle est structurée. Elle est structurée selon un rapport majorité-minorité. Et si on n'en tient pas compte, les mesures législatives qui pourraient être prises, les initiatives en termes de programme et de politique pourraient être compromises. Encore une fois, tournons notre regard vers la France. C'est exactement ce qui se passe. C'est un rapport majorité-minorité qui s'est affolé. Et regardons ce qui se passe dans les autres pays européens. On voit s'accentuer ce rapport majorité-minorité. Et toujours pour la même cause, c'est la présence, le fait immigrant, et en particulier le fait musulman, qu'on ne sait pas comment intégrer, qu'on ne sait pas comment harmoniser, et qui finalement finit par être marginalisé et par créer une fragmentation, une fracture dans ces sociétés-là. Et là, le rapport majorité-minorité se trouve accentué et en arrive à prendre des formes qui sont négatives et nocives pour ces sociétés.
C'est pour ça, à mon avis, qu'il faut absolument prendre en compte ce rapport-là. Je vais m'arrêter ici pour le moment. M. Taylor. J'ai juste quelque chose, petite affaire à ajouter. Je suis d'accord avec l'essentiel de ce que M. Bouchard vient de dire, mais je voudrais un peu insister sur l'importance de définir davantage l'interculturalisme. Et je crois qu'il y a 3 volets là-dedans. Il y a le volet distinction avec le multiculturalisme. Il y a le volet laïcité, le genre de laïcité qui appartient à la formule. Et il y a le volet histoire. Alors, c'est les 3 éléments qui sont mentionnés par M. Bouchard, mais il faut les voir ensemble. Parce que je crois que l'interculturalisme est une grille d'interprétation de notre passé, aussi bien qu'une formule pour l'avenir. Et en le définissant, il y a moyen de montrer aux gens un autre visage de cette politique-là, qu'elle est en continuité avec le passé. Et donc, il y a là-dedans, avec des changements constants, il y a un élément de continuité profonde. Et ça voudrait dire qu'on comprend l'interculturalisme comme, disons, la tâche de chaque génération de travailler de concert avec les nouveaux arrivants, et les nouveaux arrivants au sens très large, c'est-à-dire ça comprend nos enfants, aussi bien que les gens qui viennent nous rejoindre de l'extérieur. Et entre parenthèses, nos enfants nous changent beaucoup plus que les gens qui viennent de l'extérieur, et à mon âge, on s'en rend compte. Et qu'à chaque génération, on élabore avec ces nouveaux arrivants une définition de la société d'accueil qui va préparer la prochaine génération de réception. C'est ça l'idée de l'interculturalisme, qui est assez différent du multiculturalisme et qui sied très bien à notre société, et par ailleurs aussi aux sociétés européennes dont Gérard a parlé. Et je crois qu'on aura avantage à définir ça un peu. Parce que, dernière chose que je dirais, je crois que ces politiques-là, interculturalisme, diversité, sont seulement aussi fortes que le récit où l'on les explique d'où nous venons, là où nous voulons en venir et comment les deux se lient ensemble. Ce récit-là est absolument capital, politiquement. Et c'est là-dessus qu'il faudrait travailler sérieusement. Je cède maintenant la parole à Madame la ministre. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment honorés de vous recevoir, Monsieur Taylor, Monsieur Bouchard. Nous avons depuis quelques jours vraiment des échanges des plus intéressants entre les participants. On parle vraiment des vraies choses. L'intégration d'emploi qui est au cœur. Et d'ailleurs, Paul Haid, que vous connaissez certainement, qui a fait la recherche Mieux vaut s'appeler Bélanger que Traoré pour la Commission des droits de la personne. Il a dit ce qui change vraiment dans l'approche, c'est qu'on met l'intégration d'emploi au cœur du projet, d'interculturalisme finalement, parce que tout le monde y voit la trace de l'interculturalisme, on y reviendra. Mais alors je veux vous remercier d'être ici, de partager votre réflexion pour qu'on puisse enrichir le document, enrichir l'orientation. Donc, je pense, et ça va vraiment s'adresser à vous deux, la Commission des droits de la personne nous recommande de ne pas parler de valeurs communes, mais de parler de valeurs démocratiques communes. Et ils insistent beaucoup. Et il va falloir voir la distinction avec les propositions de M. Bouchard, mais je pense qu'il faut essayer de trouver une conciliation. Il dit, quand on parle de valeurs communes, souvent, le message qu'il entend et ce que les minorités entendent, parce qu'il veut lancer le message que les majorités ont une responsabilité envers les minorités. Parce que son expérience, évidemment, c'est ça. C'est la mission de la Commission des droits de la personne. Et jusqu'à date, quand on demande au groupe, je vous dirais, c'est vraiment l'unanimité. Tout le monde aime beaucoup ce concept de valeurs démocratiques communes. Alors, j'aimerais peut-être, dans un premier temps, M. Bouchard, en quoi, et je peux le voir, lorsque vous dites, et comment on pourrait montrer plus
cette sensibilité à majorité-minorité parce qu'on préserve une société francophone. On parle beaucoup de préserver cette société francophone, mais peut-être que ça va dans le sens de rassurer la majorité pour qu'il puisse jouer son rôle de majorité vis-à-vis les minorités et le responsabiliser aussi vis-à-vis les minorités. C'était vraiment la préoccupation de M. Frémont. C'est de responsabilité et responsabiliser les acteurs de la société civile, les entreprises, les entrepreneurs, parce qu'on a beaucoup parlé de discrimination, d'exclusion. On a beaucoup parlé de la deuxième génération qui ne trouve pas sa place. Donc, sa préoccupation était beaucoup d'interpeller tous les acteurs. Et évidemment, on parle de gens qui sont deuxième, troisième génération quand on arrive à des études par rapport à la communauté noire, anglophone, qui est peut-être celle qui vit le plus l'exclusion dans toutes les données, malgré sa scolarisation, malgré son niveau de bilinguisme. Alors, peut-être, M. Bouchard, comment, en utilisant des expressions et cette grille d'analyse majorité-minorité, ça peut aller dans le même sens que les préoccupations de M. Frémont? D'abord, je pense bien que ni vous ni moi ne voulons consacrer plus de temps qu'il n'en faut à des problèmes de sémantique, mais valeurs démocratiques, vous avez dit valeurs démocratiques communes? Oui, mais parce que l'expression qu'on utilise dans le document, c'est valeurs communes. Tout le monde comprend ce qu'on veut dire. L'égalité entre les hommes et les femmes, liberté d'expression. Qui sont inscrites dans notre charte. Voilà. Mais je ne vois pas qu'est-ce que la démocratie... Je crois même que le mot démocratie introduit une contradiction, parce que la démocratie est une des valeurs communes. Alors, pour moi, ça pose un problème, cette formulation. Je ne suis pas d'accord avec cette formulation. Pour moi, les valeurs communes, c'est les valeurs fondamentales qui définissent la règle du jeu dans une société et qu'on inscrit démocratiquement dans des lois ou dans une charte. Et ensuite, il faut essayer d'en faire la promotion auprès de l'ensemble des citoyens. Je ne crois pas que ce soit une bonne façon de voir la chose que de dire c'est le rôle de la majorité que d'enseigner ces valeurs à la minorité. Parce que souvent, dans la minorité, ils sont déjà là très fortes. Il y a des études qui le montrent. Par exemple, le degré d'attachement aux valeurs de démocratie et de liberté, dans les études dont je parle, se sont avérés plus forts parmi les minorités et les immigrants que parmi la société d'accueil. Alors, je pense qu'il faut parler de l'ensemble des citoyens, auprès desquels on doit faire la promotion de toutes ces valeurs communes. Alors, étant bien entendu que les valeurs communes, ce n'est pas n'importe quelle valeur, ce n'est pas de prendre pour les Nordiques ou pour les Canadiens, c'est des valeurs qui sont inscrites démocratiquement dans notre charte. Maintenant, le rapport majorité-minorité, pourquoi c'est important dans cet esprit-là de le rendre plus visible? Je crois que vous y avez fait allusion vous-même. Une des choses qui nous a beaucoup frappé, Charles Taylor et moi, au moment de la commission, c'est qu'à un moment donné au Québec, et c'était le cas au moment où nous avons exécuté notre mandat, c'est qu'au Québec, on avait une réalité assez étonnante d'une majorité qui s'inquiétait de ces minorités. Et une majorité qui s'inquiète de ces minorités, c'est pas bon pour les minorités. Ça fait pas un bon partenaire pour les minorités. C'est pour ça qu'on trouvait important de rassurer la majorité. Il faut que la majorité soit rassurée. Et ça, c'est pas dire du mal de la majorité que de dire ça. On est une minorité culturelle dans le continent le plus puissant au monde. Puis ça fait 3 siècles que c'est comme ça. C'est un paramètre structurel de ce que c'est que d'être québécois. Bon. Alors, c'est normal qu'il y ait ce coefficient d'inquiétude. Il y a 3 ans, il y a un sondage qui a été fait à Montréal auprès des francophones. Et on leur a demandé ce qu'ils pensaient de l'avenir du français. Il y en a 90% qui ont dit qu'ils étaient très inquiets de l'avenir du français. On ne peut pas ne pas tenir compte de ces choses-là. Donc, il faut essayer de rassurer la majorité. Et ensuite, vous pourrez penser à la responsabilité, de la responsabiliser, ce sera beaucoup plus facile. Une majorité qui craint la minorité n'est pas très bien disposée à être responsable pour respecter les droits et les aspirations, ou en tout cas pour développer une grande sensibilité aux minorités et aux immigrants. Mais pour faire ça, il faut reconnaître d'abord qu'il y a une majorité et une minorité, qu'il y a un rapport majorité-minorité. Puis encore une fois, c'est pas gênant, c'est une réalité universelle. Le premier énoncé de la motion qui a présenté le multiculturalisme canadien
aux communes en 1971, établissait qu'il n'y a pas de majorité culturelle au Canada. Bon, ça, c'est le discours officiel du culturalisme. Mais vous parlez à quelqu'un comme Will Kymlicka, qui est l'un des théoriciens du multiculturalisme canadien, avec Charles, il va vous dire qu'au Canada, il y a une majorité culturelle qui domine la minorité, mais qui le fait sous le discours officiel. Alors, qu'est-ce que vous préférez? C'est de faire les choses en cachette ou bien de les mettre au grand jour et puis de les regarder comme elles sont et puis d'appeler un éléphant? Je pense que l'intégration d'emploi, c'était vraiment au cœur de nos préoccupations. Alors, je vais venir peut-être, M. Taylor, à cette question que vous mentionnez de peut-être arriver à bien définir l'interculturalisme et peut-être officialiser. Voyez-vous des actions? Parce que je pense que le modèle interculturel transpire, mais j'ai trouvé bien intéressant votre référence donc au volet historique et volet de définition. Pourriez-vous peut-être aller un peu plus sur ce modèle d'interculturalisme? Je crois que ça gagnerait d'être présenté historiquement ou dans une diachronie, pour ainsi dire. Non pas de principe à l'instant comment on se traite mutuellement, mais de voir l'histoire comme elle se déroule, comme elle s'est déroulée en fait. Alors ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est un peu ça, que on a à chaque génération la tâche d'intégrer les nouveaux arrivants pour décider d'une façon de faire dans la société, et ça va créer un consensus pour que la prochaine génération en fasse autant pour les nouveaux arrivants. Alors à ce moment-là, au lieu peut-être de parler majorité-minorité, parlons en termes historiques de comment étaler à travers le temps une société comme la nôtre, qui a justement une identité traditionnelle, une identité historique commune très très forte, mais dans le passé, même dans le passé québécois, à cette, disons, communauté traditionnelle de Français qui arrivent ici au XVIIe siècle, s'est ajouté beaucoup de gens qui ont été intégrés dans la société. Et on voit les noms de famille des Québécois de langue française, c'est très, très varié. Maintenant, c'est le signe de cela. Et maintenant, nous avons une nouvelle situation, une nouvelle génération. Il faudrait faire de même avec d'autres gens que nous n'avons pas eu ici par le passé, mais faire voir que ce que nous proposons, si on regarde ça de façon diachronique comme ça, c'est exactement ce que nous avons fait depuis 2 siècles ou 2 siècles et demi, mais avec de nouveaux joueurs, avec des joueurs de caractères différents. Et je crois que comme ça, on pourrait peut-être arriver à faire voir les choses, parce que la crainte dont parlait M. Bouchard tout à l'heure, c'est une crainte de la rupture. Hein. Est-ce qu'ils vont nous changer? Hein? Des gens arrivent, puis on a toujours été comme ça, tel, et maintenant, on va nous changer. Eh bien, il faut un peu d'histoire là-dedans, parce qu'on a toujours été changé, hein, on a toujours été bousculé, mais on a réussi à se retrouver une unité, et puis autour des, je ne dirais pas valeurs, je crois que moi je laisserai complètement de côté les valeurs. Il y a les principes démocratiques et il y a la langue française. Il y a 2 choses qui sont absolument fondamentales. Valeurs, c'est trop vague. Bon, ces 2 principes-là, on les a maintenus, et on va les maintenir à l'avenir par la même façon, par la même méthode. Et ça, c'est une différence avec le multiculturalisme, parce que le récit du multiculturalisme, je ne sais pas s'il est vraiment correct ou pas, mais le récit est un récit de rupture. Un récit, il y avait des Anglos, des gens qui venaient des îles britanniques, c'est eux qui constituaient le Canada. Maintenant, on laisse ça de côté et tout le monde qui vient d'où il veut est également canadien. Ben, c'est pas comme ça qu'on peut concevoir notre histoire et notre avenir. C'est cette idée d'un ajout constant et la réflexion à chaque génération d'une nouvelle conception de ce qu'est le Québec, de ce en quoi on voudrait accueillir les gens qui viendront 20 ans plus tard. Je crois que comme ça, on pourra peut-être réussir à faire voir l'interculturalisme sous un jour positif.
pour revenir à la question du sous-emploi, je sais que ça vous intéresse et ça occupe d'ailleurs beaucoup de place dans votre document. Donc, je sais l'importance que vous lui accordez. Mais il y a 2 semaines, j'ai participé à une rencontre à Montréal où il y avait pas mal de représentants des groupes qui travaillent à Montréal à l'accueil des immigrants, à leur intégration économique, sociale, etc. Et d'ailleurs, il y avait un observateur de votre ministère qui a dû vous faire rapport. Donc peut-être que ce que je vais vous dire là, vous le savez déjà, mais en tout cas. Une des choses qui a vraiment ressorti de cette rencontre, c'est que l'intégration sociale se fait mal. Et l'intégration sociale, c'est une des conditions pour favoriser l'intégration à l'emploi. Parce que quelqu'un qui ne se débrouille pas dans nos réseaux, nos façons de faire, nos institutions, etc., est très désarmé pour mettre au point des stratégies, prendre des moyens pour frapper aux bonnes portes, pour se trouver un emploi, pour se débrouiller, etc. Il est dans un univers qu'il ne maîtrise pas et dont il ne connaît pas les codes. Il y a donc un minimum d'intégration sociale qui doit se faire. Ces gens-là doivent avoir de l'aide, des appuis pour être guidés, etc. Et ce qui ressortait, c'est que ces appuis-là sont insuffisants. J'entendais au Saguenay aussi, mais là, les Saguenayens sont un peu extravagants. Parfois, il ne faut pas croire tout ce qu'ils disent. Je le sais, j'en suis un. Mais quand même, on me dit qu'au Saguenay, les structures qui avaient été mises en place par des groupes de bénévoles, mais aussi par des groupes qui étaient financés par votre ministère, justement pour assurer l'accueil des immigrants, il n'en vient pas suffisamment, mais il y en a quand même. Eh bien, apparemment, depuis 1 an ou à peu près, tout cela est en train de se défaire, faute de moyens, et que des efforts extrêmement louables sont pratiquement annulés. Il faut vraiment que je corrige. C'est une porte ouverte sur le lac. C'est tout simplement parce qu'il y a eu des changements dans les structures, mais le financement continue absolument dans ces structures. Toutes ces structures... Non. J'ai parlé des mauvais Saguenayens. Il y en a quelques-uns. C'est comme on dit en anglais, the check was in the mail. Il y en a quelques-uns, je les connais. Non, je vous rassure, parce que c'est important. Ces organismes communautaires jouent un rôle majeur. Et c'est des partenaires extrêmement importants. On parle souvent de ne pas financer des structures parce que toutes les structures prenaient des pourcentages de frais d'administration. Nous, on veut investir dans l'action. D'ailleurs, j'avais même changé le nom du programme pour mobilisation diversité. L'idée, c'est de mobiliser les milieux d'accueil pour qu'ils puissent avoir de l'action très concrète. Alors, je veux juste vous rassurer. Je vous fais confiance et je suis très heureux de vous l'entendre dire. Merci, M. Bouchard. Maintenant, du côté de l'opposition officielle, Monsieur le député de Bourget. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bouchard, merci d'être là. Merci pour la contribution. Reste à clarifier ce dossier parce qu'il y a d'autres partenaires qui se sont retirés, faute de moyens en perspective, les CRE notamment, dans l'équation, parce que c'était une composition de contribution pour soutenir cet organisme qui avait un budget à hauteur de 750 000, mais qui s'est retrouvé avec un budget de 450 000 de mémoire. Mais c'est à vérifier. Je ne doute pas que la ministre ait assuré sa part, sa contribution, mais présentement, c'est fermé. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, je veux rappeler que le multiculturalisme a été inscrit dans la Charte canadienne des droits et libertés, où il est stipulé que la Charte doit être interprétée afin de promouvoir le multiculturalisme. Si je peux corriger, de tenir compte de l'aspect multiculturel. Le multiculturalisme n'apparaît pas. Bref, c'est multiculturel. Ça va dans le sens de ce que je veux exprimer. La suite. Depuis 25 ans, au Québec, l'interculturalisme est apparu en réaction au multiculturalisme canadien. On est d'accord? Depuis 25 ans. Disons, officiellement... Dans l'énoncé politique. Officiellement, depuis que le Premier ministre Robert Bourassa a envoyé en 1971 une lettre au Premier ministre Trudeau pour lui dire que le Québec n'appliquerait pas le multiculturalisme. Alors, officiellement, on peut s'en remettre à cette date. C'est ça, voilà. Et alors, depuis 25 ans, selon vous, pourquoi cette notion, aujourd'hui très répandue, n'a jamais été définie comme un énoncé politique? Pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais reçu de définition formelle
au Québec, selon vous? Parce que ce vide de l'observation qu'on en fait a favorisé l'ethnisation, j'arrive jamais à dire ce mot, l'ethnisation de la politique au Québec. D'abord, je pense qu'il est important de constater le fait qu'il n'y a pas de gouvernement jusqu'ici qui se sont commis officiellement avec l'interculturalisme pour en faire la politique officielle de l'État québécois, l'équivalent de ce que le gouvernement fédéral a fait avec le multiculturalisme, parce que quand l'État décide de se commettre derrière une idée comme celle-là, avec les moyens qui sont les siens, ça peut être extrêmement efficace pour répandre les principes qui soutiennent l'interculturalisme. Et ces principes-là sont extrêmement importants. Ce sont ceux qui gouvernent notre société, l'égalité, la démocratie, l'intégration, etc. Donc, moi, je crois que le Québec aurait dû et devrait faire avec l'interculturalisme l'équivalent de ce que le gouvernement canadien a fait avec le multiculturalisme, qui a été très bon pour le Canada anglais, le multiculturalisme. Il faut s'entendre là-dessus. Le Canada anglais a reçu un nombre d'immigrants considérable de toutes les parties du monde, avec une énorme diversité de langues, de religions, de cultures, etc. Puis les choses se sont quand même assez bien passées. Il n'y a pas l'équivalent des banlieues au Canada anglais. Il n'y a pas de conflit dans les rues. Il y a pas de... Tout se passe relativement bien. Il faut bien le reconnaître. Sauf que pour le Québec, c'est pas le système qu'il nous faut. Alors, moi, je suis content que vous souligniez l'affaire parce que c'est une des choses qui avait attiré notre attention, Charles et moi, au moment de la commission. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons formulé cette recommandation que le gouvernement produise d'abord un livre blanc qui conduirait ensuite à une loi, etc., qui clarifierait les choses. Je suis heureux de dire que Mme Veil a été l'une des premières à se commettre officiellement avec ce nom, avec l'interculturalisme, dans des discours d'abord, et puis ensuite dans ce projet de loi. Je crois que ça devient très clair. Mais ça pourrait être plus clair un peu. Moi, j'aimerais que le mot interculturalisme apparaisse dans le titre du projet de loi pour bien montrer l'association, puisque c'est ce que le document propose. C'est ce que le projet propose. Je le dirais plus clairement. Ce sera plus net. Et les gens qui travaillent à micro-échelle, dans le contact quotidien avec les immigrants, ça les aiderait aussi qu'il y ait une politique comme ça qui situe les choses, qui leur donne un cadre avec des programmes conséquents qui concrétisent l'esprit de l'interculturalisme. Et là, quand on dit l'esprit de l'interculturalisme, ça va dans le sens de ce que Charles a indiqué tout à l'heure. À l'époque, je disais Monsieur le commissaire, mais maintenant, on est dans un autre cadre. Ça a l'air un peu familier, mais c'est comme ça. Vous savez, on parle de dialogue en général quand on réfère à l'interculturalisme, mais il faut que ce soit bien plus que ça. Il faut que ce soit des initiatives conjointes, des projets conjoints que des gens de diverses cultures vont faire ensemble. Et ensuite, tous les autres problèmes vont se régler d'eux-mêmes. D'abord, celui de la mémoire. On va se rappeler de ce qu'on a fait ensemble. On va s'en valoriser. Ça va rapprocher les gens. Ça va faire tomber les barrières qui tiennent aux stéréotypes, à la crainte normale de l'autre qu'on ne connaît pas, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus efficace que le dialogue, parce que c'est des choses qui durent dans le temps, et puis après ça, qui font des choses utiles pour notre société. Ça peut être de déblayer un terrain là, qui pourrait devenir un terrain de jeu pour nos jeunes à 3 rues plus loin. C'est ce genre de choses-là. Monter une pièce de théâtre ensemble, en tout cas, il y a un projet qui a été mis au point par le Conseil de l'Europe et la Commission européenne qui s'appelle les villes interculturelles. Maintenant, je crois qu'ils sont rendus à 25 villes dans le monde. Montréal en fait partie depuis 3 ans, je crois. Et chacune des villes est invitée à concevoir et à mettre au point des initiatives dans l'esprit de l'interculturel. Mais justement pour que ces gens-là fassent des choses ensemble pour améliorer la vie de leur ville ou de certains quartiers. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut encourager et ce qu'il faut faire. Et oui. Je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, je réponds toujours à votre question. OK. Non, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Mais je veux juste ramener... C'est l'article 27 qui fait allusion au multiculturalisme dans la Charte canadienne. On s'entend. Charte qui est enchâssée dans la Constitution canadienne.
C'est juste une parenthèse. Je veux, relativement à l'ethnisation de la politique, vous lire un passage de ce livre de Robin Philpot, Le référendum volé, à la page 66. L'ethnisation de la politique est aussi vieille que le Canada lui-même, comme l'a démontré avec brio Guy Boutillier dans son livre L'obsession ethnique, publié en 1997. Elle est au cœur même du système de défense du Canada. Elle était tantôt à l'avant-plan dans la campagne référendaire, tantôt seulement en filigrane. Plusieurs commentaires faits durant la campagne référendaire, peu après ou encore 10 ans plus tard, ne laissent pas de doute que la stratégie canadienne contre le Québec table sur les divisions ethniques, mais souvent elles sont enrobées dans un discours faussement savant sur la démographie au Québec. À titre d'exemple, Christos Syros, ancien député et ministre libéral devenu délégué général du Québec à Bruxelles, aujourd'hui à Londres, a déclaré en septembre 1995 sur les ondes de CFMB, un poste privé desservant les communautés ethniques de Montréal, que si le oui ne passe pas cette fois-ci, il ne passera jamais à cause de l'immigration et du vieillissement de la population. Aussi, au lendemain du référendum, l'ancien Premier ministre de l'Ontario, David Peterson, a repris cette idée à la télévision quand il a déclaré essentiellement que le Canada pourrait dorénavant battre le Québec à cause des changements démographiques résultant de l'immigration. En entrevue 10 ans plus tard, les deux anciens ministres canadiens, Sheila Copps et Brian Toven, ainsi que John Honderich, qui a dirigé le Toronto Star en 1995, ont déclaré que le mouvement souverainiste ne serait plus capable d'obtenir un vote aussi fort qu'en 1995 pour des raisons démographiques. C'est pas pour rassurer la majorité, ça, M. Bouchard. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que j'en pense, là, vous nous ramenez à des histoires que je ne croyais pas qu'on aborderait aujourd'hui, mais puisque vous posez la question, en 1995, le Québec comptait autour de 8 ou 9% d'immigrants, je crois. 12% aujourd'hui, ce qui est à peu près la moyenne des sociétés occidentales. Donc, on ne peut pas dire que le Québec est surchargé d'immigrants de façon stratégique à cause du gouvernement fédéral. Je crois que le Québec est dans la norme des sociétés occidentales de ce point de vue-là. Et puis, s'il faut chercher des coupables de la défaite de 1995... Non, M. Bouchard, je corrige, là, je ne cherche pas des coupables, je parle de l'instrumentalisation. Je parle de l'instrumentalisation potentielle de l'immigration. Oui. Est-ce qu'on doit la craindre? Oui, moi, je trouve qu'il faut faire tout ce qui... Vous posez la question à un souverainiste. Bien sûr, je vais vous répondre qu'il faut faire tout ce qu'il faut pour surmonter ce problème-là, mais il faudrait faire aussi tout ce qu'il faut pour convaincre les francophones québécois, hein? Vous vous rappelez la proportion des citoyens de la Ville de Québec qui ont voté contre le oui. Elle est beaucoup plus menaçante que ce qui venait du côté des immigrants, d'après moi. Pas instrumentaliser l'immigration. Non, mais là, je parle de stratégie. Je parle de stratégie qui s'élabore à l'échelle je parle de personnes en position de pouvoir qui tiennent ce genre de discours. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on s'en étonnerait? Vous aviez en 1995 une province qui était le Québec, qui proposait de rompre l'unité canadienne pour former un autre État. Hein? Moi, ça ne me surprend pas que le Canada ait essayé de se défendre contre cette initiative. Je trouve ça tout à fait normal. On aurait fait la même chose. Merci, M. Bouchard. Je cède maintenant la parole à M. le député de Bordua. Merci, M. le Président. Bonjour, M. Bouchard. Bonjour, M. Taylor. Vous avez abordé la question tout à l'heure des valeurs communes. M. Bouchard, vous avez dit que les valeurs communes sont nécessairement les valeurs qu'on retrouve dans la Charte des droits et libertés de la personne. Je dis valeurs communes, c'est celles qui soutiennent la Charte. Ouais. M. Taylor, vous dites on parle davantage de principes démocratiques et on fait référence à la langue française. Ce que je souhaite savoir, c'est est-ce que, selon vous, on devrait intégrer la notion d'interculturalisme à l'intérieur de la Charte québécoise des droits et libertés? Parce que, M. Bouchard, dans votre document, vous proposez de la codification du principe d'interculturalisme à l'intérieur d'une loi. La question va sûrement se poser à savoir, est-ce que, dans le cadre de la réforme de la loi sur l'immigration, on va intégrer la notion d'interculturalisme dans la loi? Ou plutôt, est-ce que l'interculturalisme devrait plutôt devenir une valeur fondamentale du Québec à l'intérieur de la Charte des droits et libertés? Et, de façon sous-jacente,
est-ce qu'on devrait, si on procède à la codification de ce principe-là, on devrait le définir en tout point? Moi, je crois qu'on n'a pas besoin d'intégrer ça dans la Charte. Si on regarde ce qu'a fait le Canada, comme Gérard vient de le dire, c'est un principe interprétatif relatif aux faits multiculturels. Fait multiculturel, c'est pas multiculturalisme, c'est le fait que la société est très diversifiée. On pourrait songer à mettre un principe, une clause interprétative dans la Charte québécoise en disant le Québec est déjà une société diversifiée, etc. Mais je n'en vois pas la nécessité, franchement. Mais de définir, d'avoir une idée plus claire, de générer une espèce de consensus autour de ce que l'interculturalisme veut dire et de se commettre en tant que gouvernement à cela, je crois que ça, c'est très important. Je suis assez d'accord avec ça. Je ne suis pas certain que nous soyons prêts à insérer l'interculturalisme immédiatement dans une charte, parce qu'une charte, c'est quand même plus qu'une loi. Faisons-nous d'abord les dents pour en faire une loi, que peut-être nous voudrons retoucher après 2 ou 3 ans, avec ce que nous allons apprendre de cette expérience. Plus tard, éventuellement, si nous en ressentons le besoin, peut-être le mettre dans la charte. Mais actuellement, moi, je ne crois pas que ce soit vraiment quelque chose d'important. Faisons d'abord une loi. Parce que l'une des problématiques qu'on a perçues au fur et à mesure que les groupes sont venus témoigner, et un peu aussi dans l'univers public, c'est que les gens n'ont pas de définition claire de ce que c'est l'interculturalisme. Ouais. Donc, on est dans une sorte de flou où chacun a un peu sa définition à propos de l'interculturalisme. Cependant, ça m'amène à dévier un peu et à traiter de la question des accommodements raisonnables. Vous proposez notamment... Excusez-moi, est-ce que je pourrais vous interrompre parce que là, vous ouvrez un autre univers qui est extrêmement important. Mais pour ce qui est de la définition de l'interculturalisme, il y a déjà pas mal de choses dans le document qui nous a été proposé là. Et à mon avis, si on y ajoutait un petit peu plus de place pour parler de la francophonie québécoise, et aussi pour faire état du fait qu'au Québec, la réalité interculturelle est structurée selon un rapport majorité-minorité qui est important, parce que la majorité est elle-même une minorité. Moi, j'aimerais bien que ça prenne sa place. Autrement, on aurait ce qui ressemble pas mal à une définition. Les éléments principaux seraient là, à mon avis. OK, maintenant, parlons des accommodements raisonnables. On a tellement hâte, Charles et moi, d'aborder ça. Oui, bien, en fait... les gouvernements successifs, depuis le dépôt de votre rapport, auraient pu codifier la jurisprudence en matière d'accommodement raisonnable pour créer un cadre clair. Ce qu'on perçoit, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive un événement XY à Montréal ou en région, il y a une montée, une effervescence médiatique à travers les différents médias et on constate qu'il n'y a pas vraiment de balises claires. Est-ce que vous croyez qu'on devrait codifier la jurisprudence à cet effet-là? On n'a pas besoin de clarifier la jurisprudence. Le problème, c'est que ce que j'ai trouvé lors de l'occasion de notre commission, mais aussi dans le débat qu'on vient d'avoir l'an dernier, c'est que beaucoup de Québécois croient que c'est quelque chose qui arrive de l'espace extérieur et que c'est pas encore clair, et ce que ça veut dire n'est pas clair, mais au contraire, chez les juristes, c'est parfaitement clair. D'ailleurs, la Charte des valeurs contenait un volet définissant, c'est exactement ce que les juristes nous disent depuis longtemps. Ça aurait été bien d'adopter cette mesure-là, parce que pour montrer au public que c'est déjà connu. Mais il y avait une autre crainte, la crainte que les institutions québécoises n'étaient pas encore rodées, ne savaient pas comment traiter ces demandes-là qui venaient de on ne sait où, etc. Ce qui n'est pas vrai. Ce qu'on a essayé de faire lors de notre rapport, dans notre commission, c'est de faire des enquêtes auprès des institutions majeures. Et non, on a trouvé que dans la plupart des cas, les gens savaient assez bien et que, quelques cas pas, mais il s'agissait, ce qu'on a recommandé, c'est de pouvoir faire circuler plus largement, en quelque sorte, la jurisprudence qui a déjà été acquise dans les hôpitaux, dans les écoles, etc. Et d'ailleurs, c'est une de nos recommandations qu'on voudrait répéter ici. Mais comme ça, on pourrait calmer les craintes autour de l'accommodement raisonnable, qui était un peu monté en prenant certains cas extrêmes,
qui n'était pas toujours rapporté de façon entièrement correcte dans les médias, si je peux utiliser une litote. Et autour de ça a créé la crainte qu'on était désemparés, nos institutions ne savaient pas comment faire, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. Mais il faudrait faire savoir ça. Moi, je voudrais d'abord constater, et je m'en réjouis évidemment, comme tout le monde sans doute, que les médias se sont beaucoup disciplinés depuis 3 ou 4 ans ou 5 ans à propos de la couverture des cas d'accommodement raisonnable, scandaleux, déraisonnable, etc. Une grande discipline parmi les médias, je crois. Il faut le souligner. On a également souligné quand ce n'était pas le cas. Il faut être honnête, il faut le souligner aussi, quand maintenant je crois qu'il y a eu un amendement qui est important. D'ailleurs, depuis quelques années, depuis l'affaire de la chanson d'Édith Piaf, je crois, on n'a plus entendu ces explosions d'émoi dans les régions ou à Québec ou à Montréal. Hein. Ça fait un bout de temps qu'on n'a rien entendu à propos des accommodements raisonnables. Sinon parce que M. Drainville continue à en dire, hein, que le discours intégriste carbure aux accommodements religieux, etc. Bon. Mais autrement, il y a une espèce d'accalmie dans les médias. Mais l'inquiétude est encore dans la population. Et c'est pour ça qu'il faut s'en occuper. Il y a encore un stéréotype extrêmement négatif au sujet des accommodements. Et les accommodements, il se trouve que c'est un mécanisme juridique extrêmement important parce que c'est ce qui permet de protéger les minorités. En terminant, M. Bouchard? Pardon? En terminant. Oui, si vous voulez. Oui. Bon, vous pouvez prendre quelques secondes. Là, oui, je peux terminer. Je comprends donc que je peux terminer. Oui, mais rapidement, succinctement. Je vous le promets. C'est ce qui permet, c'est un instrument pour les minorités, pour se protéger contre le pouvoir de la majorité. C'est pour ça que c'est important. Et qu'un accommodement raisonnable n'est considéré que s'il y a discrimination. S'il n'y a pas de discrimination, les demandes sont repoussées tout de suite. Bon. Alors, moi, je demande, Madame la ministre, je vous le demande instamment. Merci. Je vous ai... Oui, allez-y. Est-ce qu'on peut prendre de mon temps? Oui, monsieur le député de Mercier. Il faut qu'il y ait une étude sur la pratique des accommodements. Il faut qu'on puisse se référer à une étude sérieuse qui va démontrer ou bien que tout se passe normalement et chacun pourra le voir et on pourra le démontrer, ou bien, en effet, c'est déréglé et puis il faut les remettre sur les rails. Mais actuellement, c'est ouvert à toutes les perceptions puis à toutes les fantaisies parce qu'on n'a pas de données. Monsieur le député de Mercier. Monsieur Bouchard, ici à l'Assemblée nationale, il y a toujours des accommodements raisonnables, surtout quand il s'agit des députés de Québec solidaire. Je pensais véritablement qu'un gouvernement péquiste, à l'époque où Gérald Godin était au ministère de l'Immigration, parce que je pense que ça vient d'un échange que j'ai eu déjà il y a une quinzaine d'années avec Arlindo Vieira, qui a déjà présidé le Conseil de relations interculturelles, qui a déjà eu la volonté d'en faire une politique affirmée de l'État. Mais bon, pour des raisons que j'ignore, peut-être qu'on pourrait s'entraider ici à le comprendre, ça n'est pas allé aussi loin qu'on l'aurait souhaité. L'autre chose que je tiens à souligner, et si je comprends bien, préciser cet aspect-là, donc, au Canada anglais, la majorité, qui a un rapport de majorité à minorité, qu'on pourrait appeler rapport de force, de domination, de par les structures, les institutions et tout ça, et de son pouvoir économique, confiant dans sa force, ne tient même pas à mentionner dans sa politique qu'il y a majorité-minorité, veut considérer tout le monde sur le même pied et finit par faire de cette politique une politique qui sert ses intérêts. D'accord? Nous, ici au Québec, la majorité francophone, inquiet de tout ce que nous avons dit et vous avez dit, en même temps a de la difficulté à le nommer et à le déclarer, alors que pour vous, établir clairement ce rapport minorité-majorité, le décrire, le comprendre, en donner l'histoire, permettrait de mieux assumer ensuite le travail qu'il veut faire d'intégration. Peut-être qu'on aurait besoin de consacrer un peu plus de temps à ça. Et aussi, je mentionne, dans tout le questionnement par rapport à quel mot choisir, valeurs communes, principes communs démocratiques,
vous utilisez, M. Bouchard, dans votre texte, de culture publique commune. Il me semble qu'il y a là quelque chose d'encore plus fort. Culture publique commune qui n'introduit pas certains questionnements sur valeurs, parce que valeurs associées à religion, etc., etc. Non, mais dans la définition de la culture publique commune, il y a les principes dont parle Charles et les valeurs communes dont je parle. Il faudra ajouter la mémoire dans la définition de la culture commune. C'est un manque considérable. Il n'y a pas de société sans mémoire. Il faudrait vraiment l'ajouter, la mémoire. Merci. Ça termine. Et je tiens à souligner votre rapport pour les travaux de la Commission. Et la Commission ajourne ses travaux au lundi 9 février 2015 à 14 heures afin d'entreprendre un nouveau mandat.